Bienvenue dans Potin de Trail. Ce podcast est toujours présenté par Ludo Collet, en association avec Isalco, dont le slogan est l'énergie créative, mais aussi l'école de trail, le trail pour tous et partout. Ces épisodes sont à retrouver sur toutes les plateformes de Radio Mont-Blanc. Bonne écoute. Salut la communauté, salut tous les aficionados de Potin de Trail. Je suis très très heureux de vous retrouver. Alors là, je suis dans un lieu où j'ai l'impression d'être chez moi. Je suis à la maison et ça fait vraiment plaisir. Ça fait un long moment que j'avais envie d'inviter cette personne que je vais vous présenter maintenant. Alors bien sûr, je vais pas vous dire ouais, il a fait telle place ou telle place sur un trail, même s'il a déjà couru. Non, plutôt lui, son dada, lui, c'est d'organiser les événements, les gros événements. C'est le directeur du club des sports de Chamonix, Monsieur Fred Comte. Ça va, Fred ? Ouais, nickel. Bienvenue chez toi, Ludo. Ouais, je disais, Fred, effectivement, j'ai l'impression de me sentir chez moi. J'y ai passé tellement de temps avec vous tous, que ça soit un peu en dessous, dans le local du ski alpin, où j'ai beaucoup œuvré bénévolement au début, puis après, j'ai eu la chance que tu me fasses confiance. Donc, c'est un lieu qui est très, très important pour moi. Je pense que, en grande partie, ma carrière, je la dois au club des sports au départ, même si j'ai beaucoup travaillé pour ça. Mais si Fred ne me fait pas confiance à la base, je pense que mon histoire, elle se déroule pas comme elle s'est déroulée. Et déjà pour ça, mon Fred, merci. Merci à toi, parce que tu m'as fait confiance. Et j'ai su, je crois, prendre l'opportunité et travailler dur pour pouvoir être à vos côtés sur tous les beaux événements qui sont organisés au club des sports. Mais avant que j'explique un petit peu tout ça, j'aimerais tout simplement, Fred, que tu te présentes, que tu présentes aussi le club des sports de Chamonix. Alors, Fred, moi je suis un pur gamin de Chamonix. J'ai la chance d'être né à Cham. Et plus je vieillis, plus je pense que j'ai vraiment de la chance. Et qui plus est d'avoir des parents qui m'ont amené en montagne. Mon père est guide de haute montagne. Et j'ai fait beaucoup de ski de rando avec ma mère, de l'escalade. Enfin voilà, j'ai eu cette chance que mes parents m'ont donné cette culture de la montagne. Et c'est quelque chose qui est important dans ma vie, puisque la montagne, on dit souvent que c'est une école de la vie où on apprend la difficulté, on apprend l'échec, puis on a aussi l'exaltation du sommet. Et ça, c'est des choses qui sont importantes et qu'on essaye de finalement. Aujourd'hui, quand on organise un trail, c'est un peu ça, quoi. Il y a de la préparation, il y a des échecs, et puis on passe la ligne où on arrive sur un sommet, et ça fait partie des émotions qu'on a envie de donner aux coureurs, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire sur moi. Étant né ici, j'ai fait plein de sports autour de l'alpinisme, mais évidemment au bout d'un moment tu cours pour t'entraîner. Donc quand t'es gamin, ta qu'un rêve, c'est de faire le cross du Mont Blanc. À l'époque, on pouvait prendre un dossard le dimanche matin. On allait boire des bières au Choucal le samedi soir, et puis on disait allez, un paquet demain on fait le cross. Ouais, j'ai retrouvé des résultats là sur mon téléphone de Fred Comte en 1996. Coureur du cross du Mont Blanc. Ouais. Et voilà. Puis après, on a fait plein d'autres courses. On aimait ça, mais sans être le mot trail n'existait pas. On n'était pas des coureurs. On était juste des passionnés. Mais c'est vrai que moi, je me suis mis à courir pour m'entraîner pour faire de l'alpinisme. Ouais. Et puis après, on prend vite l'envie, quoi. Pas du tout t'étais pas dans une section du club des sports. T'as un fils qui s'est dirigé vers le hockey et qui fait carrière. Toi, t'as pas été si, quand même. J'ai fait plein de sections. Alors, ma première licence c'était au hockey. Voilà. Et puis à l'époque j'avais pas de lunettes et en fait je voyais rien. Donc je comprenais rien de ce qui se passait. Donc j'ai fait une saison malheureuse de hockey. Puis après j'ai eu les lunettes, ça allait quand même mieux. Et puis après j'ai fait du ski évidemment, quoi. Voilà, j'ai fait du ski beaucoup jusqu'au moment où à l'époque on me disait t'es pas assez bon et il faut t'en aller, quoi. Ça a été une vraie déchirure, parce que quand t'es gamin et que t'adores un sport et qu'on te dit on peut plus s'occuper de toi, ça a été assez dur.
Ça m'a pas empêché de continuer à faire du ski d'ailleurs, mais c'est un moment qui a été important dans ma petite vie de sportif, quand on te coupe l'envie. Et d'ailleurs... Je le comprends ça, parce que mes fils ont vécu la même chose que toi. Moi, je suis pas skieur là-bas, je suis parisien, je suis arrivé tard. Mais mes 3 fils étaient au club des sports de Chamonix, au ski alpin, et j'en avais un des 3 qui voulait devenir champion olympique de slalom, et quand on lui a dit faut mettre le clignotant, je me souviens de ses larmes pendant quelques jours. C'est dur. C'est pas facile. Et d'ailleurs maintenant, parce qu'en fait tous les gamins de Cham se sont fait virer du club à l'époque, il y a quelques années, sous l'impulsion de René Pitin, on a monté un projet pour dire on va plus jamais virer un gamin du club de ski, quoi. Donc par chance, il y a eu des circuits B qui se sont montés, et puis aujourd'hui, les gamins, tout le monde peut pas être champion, hein, ce serait trop facile. Donc ceux qui peuvent pas être champions, ils ont un circuit B qui les amène vers le monitorat de ski, et il y a plus cette rupture en fait avec le club où on te dit tu peux plus aller t'entraîner avec les copains, quoi. Donc voilà, j'ai fait du ski, puis parallèlement j'ai fait de l'escalade, mais quand j'étais jeune il n'y avait pas encore, c'était le tout début des murs d'escalade et des compétitions. Donc moi j'ai continué à faire de l'escalade, encore une fois pour faire de l'alpinisme et puis pour aller m'éclater en montagne, quoi. Un papa guide qui lui aussi t'a emmené, qui t'a initié, qui t'a appris, qui t'a enseigné, ou c'est plus avec les potes? Ouais, alors j'avais facile de faire des activités avec son père. Alors pourtant, il était aussi instituteur, donc il était censé avoir de la pédagogie, mais pas trop avec moi, quoi. Donc il m'a emmené quand j'étais jeune. En tout cas, je pense qu'il m'a donné l'envie de faire. Et puis après, à l'adolescence, j'ai fait avec mes copains et je suis retourné faire de la montagne avec lui plus tard, quand j'étais un peu plus grand et plus autonome. Et on a fait des belles voies ensemble et c'est super chouette, quoi. Quand tu fais la verte avec ton père. On a fait des voies dans l'envers du Mont Blanc ensemble, où j'ai emmené faire de la cascade de glace, où on a fait des escalades à l'envers des aiguilles. C'était vraiment sympa finalement. Même si quand t'es jeune, tu dis c'est plus sympa d'être avec tes potes qu'avec ton père. Mais maintenant, quand t'es vieux, tu dis t'as fait ça avec ton père, c'est super cool, quoi. Et j'en suis super fier. Voilà, le cheminement, les études, c'est quoi? Alors moi, j'ai études. C'est comme moi. Si, j'ai pas fait des grandes études parce qu'en fait, j'en ai pas fait non plus. Moi, je voulais faire de la montagne. Il y a que ça qui m'intéressait, le ski, la montagne. Donc, quand il faisait beau, les mercredis, je partais du Fayet pour aller faire du ski, quoi. Non, après j'ai fait. Mot d'absence, quoi. Donc à chaque fois. Curieusement, j'ai fait de la comptabilité. J'ai fait un BTS de comptabilité. Et puis j'ai bossé comme comptable pendant 3-4 ans, jusqu'à un matin où je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. Tu passes ta vie à chercher tes erreurs ou celles des autres, donc il n'y avait pas un gros intérêt. Mais par contre, aujourd'hui, je me sers de mes études tous les jours pour la gestion du club des sports, qui est une très grosse association. Et que ça, c'est un message qu'on peut passer aux jeunes. Ouais. Aux jeunes. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait dans la vie, il nous sert à rebondir. Et à un moment, ça revient et on en a besoin. On en a besoin. Moi aussi, je pensais jamais devenir animateur, speaker, ambianceur, mais c'est tout mon passé, c'est mes 2 brevets d'État, c'est le fait que j'ai été commerçant, enfin c'est tout ce que j'ai créé et tout ce que j'ai fait qui m'ont permis d'être le plus complet possible après dans mon métier, quoi. Donc aujourd'hui en tout cas, moi il n'y a pas un jour où je me sers pas de mon passé de comptable, quoi. Puisque peut-être 2 mots sur le club des sports, puisque tu m'as tendu la perche. C'est ça. J'ai pas répondu. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis directeur, mais moi je suis de passage. Hein. Le club a été créé en 1905. C'est donc très très vieux, quelques années après la fameuse loi 1901. Le club a grossi, alors évidemment avec les Jeux Olympiques, mais avant les Jeux Olympiques, il faut juste se souvenir que dans ces années-là, le ski alpin n'existait pas. C'était la glace essentiellement, et puis après petit à petit il y a eu les disciplines nordiques, le saut, le ski alpin arrivait plus tard. Il n'y avait pas de ski alpin aux premiers Jeux Olympiques en 1924 d'hiver. Et puis après le club a grossi, les hôtels, les premiers gros hôtels ont construit des terrains de tennis, donc il y a une section tennis qui s'est montée, la première piscine aussi elle arrivait dans un hôtel, la section natation elle est née dans un hôtel, et puis après dans les années 70 il y a le centre sportif qui a été créé, et puis là il y a eu un boom des activités, et puis aujourd'hui le club c'est 26 sections sportives, 4500 licenciés. Combien d'enfants? Alors, j'ai pas le nom, parce que nous, on parle, c'est essentiellement des enfants, donc il y a plus de 3000 enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Sur un périmètre de la communauté de communes où il y a 12 000 habitants. Donc on a l'habitude de dire qu'il y a dans chaque famille, il y a un licencié au club des sports.
Et c'est à peu près ça, quoi. Voilà, on se trompe pas trop. Donc, le sport à Chamonix, c'est une vraie culture. Et c'est ça que j'ai envie dont tu me parles, tu vois. Et notre métier aujourd'hui, nous, c'est de fédérer les sportifs à Chamonix, clairement, à travers nos sections sportives. Et puis, on va de la découverte à l'apprentissage, aux premières compétitions, voire au très très haut niveau, puisque on a la grande fierté que depuis les premiers Jeux Olympiques de 1924, il y a toujours eu un licencié du club des sports qui a participé aux Jeux. Alors, je crois qu'on est le seul club au monde. C'est vraiment, voilà, on est héritier de cette tradition olympique et on essaye de faire en sorte que ça perdure, même si aujourd'hui ça devient compliqué puisque il y a beaucoup d'adversité dans les sports et qu'on reste finalement, même si on s'appelle Chamonix-Mont-Blanc, on reste une petite vallée, une petite ville. On n'est pas une station, on est une ville à la montagne, c'est un peu particulier. Mais par contre, nos jeunes, nos gamins de Cham, vu qu'ils font plein de sports, ils développent des aptitudes assez dingues. Et voilà, de temps en temps, on en parlera sûrement tout à l'heure, on a des sportifs qui nous font vibrer, quoi. Bien sûr. Pour moi, c'est, tu le sais, mais je me sens appartenir à ce club des sports. Je vis maintenant à Briançon. Quand je vais voir le hockey. Et que je vais voir Cham jouer à Briançon, bien sûr, mon cœur est pour Cham et ça sera pour toujours. Et comme tu le dis, quand moi je suis arrivé ici en tant que Parisien tête de chien, Parigot tête de veau, et qu'au début c'était pas si simple, j'ai assez vite été accepté ici au club des sports. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a une vraie famille, il y a un vrai ADN du sport. Et quand je disais tout à l'heure en préambule, je me sens chez moi, c'est une vérité, quoi. Il y a un respect pour les athlètes, quel que soit l'athlète, puisque moi, j'étais nageur, entraîneur du club de natation, et on est accepté comme pour les skieurs, même si ici c'est quand même une vallée pour le ski, on peut quand même performer. Quand même performer ici en natation. On a eu des très très bons nageurs, alors que pour la plupart des gens, c'est pas possible, Chamonix. Mais si, il y a cette culture, et puis ces nageurs qui vont aller faire du ski de fond, qui vont faire du ski alpin, qui vont pouvoir aller au hockey. Et c'est une vraie force, et je trouve toujours dommage que en France on mette pas l'accent sur le sport comme il devrait, sauf pendant les Jeux parce que ça brille, et puis après on oublie. Mais ici, et tu fais partie de ces personnes qui se battent pour que la jeunesse puisse pratiquer au mieux, et quel que soit le sport et quelle que soit leur envie, quoi. Ouais, d'autant plus que le sport ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher, et heureusement, alors nous on est la sauce locale, mais on est super aidé par la municipalité. Là, aujourd'hui c'est la communauté de communes qui s'occupe du sport et qui a bien compris que il faut laisser un accès financier le plus bas possible. Donc à travers les subventions qu'ils nous donnent, ça nous permet de baisser le coût de l'adhésion au club des sports. Et puis surtout, ils nous mettent à disposition toutes les infrastructures sportives gratuitement pour les enfants. Donc si demain le club des sports devenait un club privé et qui devait louer ses salles et se passer des 250 bénévoles et dirigeants qui s'occupent de tout ça, on n'aurait pas 4000 licenciés, on en aurait 500, quoi. Et puis ce serait réservé uniquement aux gens qui ont les moyens, quoi. Donc c'est vraiment important que l'accessibilité au sport, elle coûte pas cher. Tout le monde fait des efforts, les remontées mécaniques font des efforts aussi pour avoir des forfaits pas chers, pour que les gamins puissent faire du ski, parce que on sait que le ski ça coûte cher. Donc voilà, c'est un ensemble, mais on va dire qu'aujourd'hui c'est très culturel dans la vallée. Mais c'est vrai que des fois il faut rappeler aux gens ce que c'est. Faut rappeler aux gens que eux ils ont pu faire du sport quand ils étaient jeunes pas cher, et que après leurs enfants, puis aujourd'hui leurs petits enfants, ils peuvent en bénéficier. Donc il faut continuer à rappeler ça aux gens. Il n'y a pas besoin de se battre, mais il faut leur rappeler des fois. Et puis il y a des gens qui arrivent dans la vallée qui n'ont pas cette connaissance, qui n'ont pas l'histoire. Et je pense qu'il faut... moi j'ai beaucoup de respect pour les anciens, ce qu'ils ont fait. Nous on n'est que de passage, et on doit respecter ce qui a été fait, quoi. Et on doit continuer l'histoire. Et toi, je vais faire une petite dédicace à un garçon qui est toujours un monsieur, qui est toujours au club des sports, toujours bénévole. C'est Guy Tomei, qui a lancé avec le club des sports, et ça c'est une des choses qui m'a le plus touché, et qui m'a dit on est dans la vérité ici au club des sports de Chamonix, c'est les trophées espoirs et trophées élite ensemble. C'est de profiter qu'on ait des athlètes qui tournent en Coupe du Monde,
et faire rêver les jeunes qui vont prendre un jour leur place. Et c'est peut-être un peu ça le secret. Pourquoi on a toujours des athlètes aux Jeux d'hiver depuis 1924, c'est qu'il y a une vraie passation et il y a une vraie reconnaissance dès tout jeune avec ce trophée des sports. On sait que quand t'es jeune, d'avoir accès à un champion, ça n'a pas de prix, quoi. Ça te fait rêver. Tu découpes les articles du Dauphiné, tu les mets dans ta chambre ou les posters. Donc, quand tu peux les rencontrer, alors autour de cette soirée des trophées du sport, ou quand tu peux les rencontrer sur les grands événements, que ce soit la Coupe du Monde de ski, le marathon ou la Coupe du Monde d'escalade, ça fait, oui. Tu te dis demain, je mettrai à sa place, quoi. Des exemples, on en a plein en tête, de communion entre les champions et les athlètes en devenir. Oui, ça a pas de prix. Et ça contribue à cette culture, et qui est pas une culture élitiste. On a souvent été targués, nous, de dire le club de Cham est hyper élitiste. Il est absolument pas élitiste. Et on sait très bien que par nature, il y a très peu. L'élite, ça représente très peu. Ce qui est important, c'est la base. C'est la base et c'est la culture qu'on donne aux enfants du dépassement. Et on essaye aujourd'hui d'amener les enfants à leur plus haut niveau à eux. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas tous physiologiquement ni mentalement la capacité d'être champion, mais on a tous la capacité de se dépasser, quoi. Donc, si on apprend ça aux jeunes, et comme tu le disais, qu'on apprend à ce que les disciplines se respectent, effectivement, il y a eu des perfs de dingue en natation. Voilà, ça passe pas forcément dans les journaux, ou en tout cas c'est des jeunes, mais amener des jeunes au championnat de France de natation à Cham, alors que nous, les Chamonniards, on a une flottabilité négative. C'est ça, on a Jean-Yves. Tu dis c'est chouette parce que il y a quand même des gars qui sont capables de faire ça. Dans les arts martiaux, on a aussi des jeunes qui sont sortis à haut niveau en golf, dans toutes les disciplines, en VTT, qui sont pas que des disciplines qu'on peut imaginer comme des disciplines de glace ou de glisse qui sont l'ADN de Chamonix. Ouais, c'est vrai que t'étais en place. Quand moi j'étais entraîneur ici, et j'ai eu la chance de faire progresser le club, il y avait plus de 400% de progression, ce qui a permis, la visite du DTN et à l'époque de Catherine Plevinski, ils étaient venus voir mes entraînements pour savoir comment ce club à Chamonix avait autant progressé. Et là, ils se sont heurtés avec un mur, puisqu'on a le même ADN tous les deux. C'est-à-dire que moi, je privilégie la base plutôt que la tête du sommet, et que eux venaient pour les élites et comprendre comment ce club avait pu autant performer en si peu de temps. Mais parce que mes entraînements étaient faits beaucoup à base de jeu. Et bien sûr, il y avait aussi, j'étais un peu un tortionnaire, donc je les faisais nager aussi très dur, mais il y avait aussi beaucoup de jeux, et ça leur plaisait pas du tout, en fait. C'était pas ça qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir si tous mes nageurs savaient le nombre de bras sur les longueurs, s'ils respectaient bien le 3, le 5, le 7 temps. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on n'était pas en adéquation, mais j'ai réussi à les faire venir ici, et c'est là que c'est le début. J'anime un peu le meeting de natation de Chamonix, à l'époque, tu te rappelles. Puis tu me demandes, et vous me demandez de faire le forum des sports ici sur la place, où je commente un petit peu pour les inscriptions en début d'année, et puis après petit à petit, je prends de plus en plus le micro. Un jour, je fais le défilé de mode Valérie Pache, et puis là, après, pour moi, c'est le consécration, et c'est le début d'une longue histoire, puisque tu me proposes, un jour après avoir été plusieurs années bénévole et à donner des bières en haut, d'être le speaker du cross et du marathon du Mont Blanc, quoi. Pour moi, encore une fois, c'était logique. On a souvent besoin, ou je sais pas si c'est un besoin, mais de se dire on va chercher les talents ailleurs que chez nous, quoi. Parce que tel speaker, il est venu là. Je me souviens, en 2003, c'est Christian Montel qui vient commenter le premier 42. Et puis après, tu vas toujours chercher ailleurs ce que tu as sûrement mieux chez toi, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important et qu'on essaie aussi de faire perdurer au club. C'est de se dire, des talents, on en a plein dans la vallée. Il y a une énergie dingue. Les gens ont beaucoup d'énergie. Les gens ont beaucoup voyagé. Ils ont vu plein de choses. Ils ont des compétences. Donc, faisons travailler nos copains, quoi. Et on sait pertinemment qu'ils parleront mieux de notre événement, parce qu'ils sont nés ici, parce qu'ils vivent là, parce qu'ils connaissent l'environnement, ils connaissent le monde politique, etc. Donc c'était naturel. Voilà. Alors effectivement, il fallait donner ta chance, mais
ouais, j'ai pas pris comme ça. Enfin, c'était une évidence qu'il fallait que tu prennes le micro. Quand bien même, t'étais pas un trailer, t'étais pas non plus un skieur pour commenter le canard. Mais voilà. Après, c'est devenu ton boulot. On sait que tu bossais, que tu préparais tes choses, et puis ça s'est fait de façon naturelle, quoi. Bah voilà, je peux pas dire autre chose, quoi. C'était pas une j'ai pas eu peur, moi. Je savais que t'allais être super bon, quoi. Moi, oui. Hein. Tu sais que je me souviens encore de mon premier cross au micro, où j'avais le trouillomètre à 0, parce que je voulais essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde de l'animation, et que j'étais pas sûr que j'étais sur la bonne direction, quoi. Et que à la fin de ce premier cross et marathon, puisque le 90 n'existait pas, hein, le 90 du Mont Blanc n'existait pas, qui s'appelait à l'époque 80 du Mont Blanc d'ailleurs, mais c'est un 80 hors taxe, large, avec une grosse TVA. Et c'était comme ça. Et c'est vrai qu'à la fin, quand c'est les débuts de Mousse Production, quand Isabelle Le Viennois, que je connais pas, me dit on n'a jamais vu une animation comme ça, je vous connaissais pas, mais continuez, vous avez apporté de la joie et du bonheur à tout le monde, vous avez parlé du premier au dernier, voilà, et que j'ai des organisateurs de courses qui sont sur l'événement et qui me disent vous voudriez pas venir, et là je me dis il y a quelque chose. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, et je travaille très très dur. Mais voilà, à l'époque, je pensais jamais que ça deviendrait mon métier, hein, puisque au début on commence comme ça. Je me sens, on avait beaucoup parlé tous les deux. Ouais. Est-ce que je franchis le cap ou pas, quoi. Ouais. Voilà. C'était pas neutre entre faire des piges et puis devenir professionnel. Ouais, il fallait franchir le cap, mais tu l'as fait avec ton aisance naturelle. Ouais, je sais, mais c'est pas courant, et encore maintenant, hein, 25 ans plus tard, il y a beaucoup d'animateurs, beaucoup de gens dans tous les sports qui travaillent le week-end, mais qui travaillent en semaine aussi, qui ont un autre métier. Ceux qui en vivent, comme moi, on n'est pas si nombreux encore 25 ans plus tard à pouvoir, et donc c'est beaucoup de sacrifices aussi. C'est sûr que t'es jamais à la maison, et après faut que ça devienne un métier passion, ce qu'il est devenu pour moi. Donc mais oui, je me souviendrai toujours de mon premier cross du Mont Blanc, une des rares courses que j'ai courues, que j'ai fini plutôt assez bien, en découvrant des muscles dans mes jambes. Ça aussi, cette sensation, et c'est ce qui m'a donné envie d'apprendre et de connaître ce milieu du trail puis de l'ultra, c'est que quand dans la trappe, à l'époque, j'ai découvert des muscles dans mes jambes. Moi qui venais de Paris, qui avait couru et nagé, j'avais une grosse caisse, mais j'avais jamais fait de dénivelé positif. Je ne l'avais jamais travaillé. Et la particularité, alors après, j'ai appris aussi le dénivelé négatif, mais sur le cross du Mont Blanc et le marathon de l'époque, c'est ce qui a fait que j'ai tellement aimé, et pour moi, c'est mes courses de cœur, c'est que c'était pas une boucle. Ça l'est devenu maintenant, mais on partait, ça montait, et on arrivait... Le 23, ça reste... Aujourd'hui, la course a quasiment pas changé depuis 1979. Ouais. Ça reste une course de côte, tu fais que monter, quand même. C'est ça. Il y a quelques petites descentes, mais c'est un profil montant, et ouais, c'est un effort particulier, quoi. C'est un effort particulier. Et on a pu connaître, nous, l'avènement de ce sport, tous les deux, et d'autres, mais d'ailleurs, ça s'appelait un cross. Ça s'appelle pas, on dirait, maintenant on appellerait ça un trail de 23 km. Ouais. Nous on a appelé ça un cross parce que tous les deux on l'a couru avec un short de route et un t-shirt sans eau, sans barre, sans camelback, sans frontal, sans rien. On partait comme ça, on savait qu'on prenait un peu d'eau sur un ravito, et encore en règle générale il n'y avait pas trop de ravito. Il y en a, mais oui, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des ravitaux tous les 5 km à l'époque. Ah, je me souviens. Je me souviens même pas de ça. Tous les 5 km, donc on était, donc ça s'appelait cross, mais en fait on faisait partie du circuit des courses de montagne. Oui. Et tu avais un ravito tous les 5 km. Donc en fait tu courais avec rien, quoi. Tu courais avec rien, et puis t'attendais le ravito, et personne courait avec rien, quoi. Quand tu regardes les premières affiches, les premières images qu'on a, c'est sûr que on est très loin d'imaginer qu'un jour t'allais courir avec un sac, avec du matériel obligatoire, des bâtons, des bâtons pour faire 23 km sur un profil montant. En fait, et à l'époque, notre but c'était de courir tout le long, hein.
Celui qui marchait aux 23 km, il était pas bon, il s'était pas entraîné. Alors, c'est ça. La trappe, c'était dur de courir. La trappe, on pouvait pas courir. Ouais, alors tu peux courir. Oui, moi j'avais pas le niveau. Moi, je courais à l'entraînement, mais après, en course, tu t'étais cramé avant, tu n'y arrivais pas. Mais globalement, tu courais tout le long, quoi. C'était, on est très loin du trail d'aujourd'hui où le but c'est d'arriver, quoi. Et on se battait chaque année. Si tu pouvais battre ton temps de 2-3 minutes, t'étais red dingue, quoi. C'est ça. Ouais. Où tu te faisais, moi, nos potes de l'époque, il y avait plein qui faisaient du ski de fond, donc ils étaient meilleurs que nous, quoi. Ils avaient une caisse de fou, quoi. Donc il y avait les fondeurs, puis les autres, quoi. Eux, ils couraient en 2h05, et puis toi, tu courais en 2h30. Ouais, et puis les premiers, je me souviens d'une date anniversaire ici où c'était primé le cross et c'est des Kenyans qui gagnent. Tu te souviens de ça? T'étais pas encore le directeur. Hein. C'était pas un Kenyan. Non. C'était pas un Kenyan. Ouais, c'est un jeune qui avait le record qui était 1,36. Ouais, c'est ça. C'est complètement mutant, quoi. Moi, j'étais là-haut. Ouais. Et c'était monsieur Iacono, je crois. C'était ça le nom du monsieur au micro? Ouais, Jean-Paul, qui était un CRS de montagne. Ouais. Et mais ça se courait, ça se gagnait en 1,45. En gros. Ouais, c'est ça. Ouais. Une 45, une 47, ça dépend. Alors, c'était pas tout à fait le même parcours qu'aujourd'hui. Argentière, le Tour, on était Argentière-Montroc, pardon, on était sur la route. Et puis, il n'y avait pas le Béchard. Donc, voilà, on peut pas comparer avec les temps d'aujourd'hui, mais ouais, 1,45. Ouais, c'était costaud. Hein. Moi, je crois que j'avais... C'était pas un Tanzanien, un jeune. Ou Tanzanien, ouais. 1,36. Mais moi, j'avais halluciné de les voir courir. Ils couraient tout le temps. Ils touchaient pas le sol. C'était fabuleux à voir. Ils avaient un pied de dingue. Un pied de dingue, ouais. Et puis, ça s'est évolué. Et puis, on a vu ce que c'est devenu. Hein. On a vu la progression. Au début, cross, marathon, le 90 du Mont Blanc, appelé 80 du Mont Blanc, le duo étoilé, le kilomètre vertical, c'est devenu un événement majeur assez vite, et où on a pu voir. Je suis assez d'accord avec toi, et c'est aussi une de tes forces, je trouve, avec ton équipe, c'est que tu as, malgré l'engouement de ce sport et la création de toutes ces courses, tu as toujours essayé de garder des barrières horaires pour que le plus grand nombre puisse finir, mais quand même il faut être entraîné, et ça tu l'as toujours assumé. C'est aussi l'ADN du club des sports. Le trail, ça court. Alors on a eu un développement assez dense entre 2003 et 2015, qui était un développement clairement quantitatif. Donc 2003, le premier marathon du Mont Blanc, qui est quand même assez atypique, hein. On fait un espèce de semi-marathon sur le goudron dans les rues de Chamonix. Et on finit par le cross du Mont Blanc. Et puis dès 2004, on signe un partenariat avec Salomon qui du coup va durer 20 ans. Et là, on se projette déjà sur ce qu'allait devenir le trail. Et on fait déjà un parcours, alors essentiellement sur des chemins, sur des pistes 4x4. Et dès 2005, c'est quasiment le parcours d'aujourd'hui. Donc on supprime toutes les parties goudronnées, on supprime les pistes 4x4 au maximum, et on court sur des singles. Et puis après, on s'est dit, le 42, il a eu très vite du succès. Donc les deux courses étaient le même jour, le dimanche. Après, on a basculé le 23 le samedi. Donc on avait ces deux courses-là. Puis après, on s'ennuyait un petit peu. On s'est dit, une fois que c'est réglé, on s'ennuie un petit peu. Puis encore une fois, on est un club des sports. Donc on s'est dit, premier truc, on va faire des courses pour les gamins. Donc on a fait les courses pour les enfants. Au début, ça marchait pas. Et puis aujourd'hui, on a 1000 gamins, et c'est peut-être notre plus grande fierté, parce que c'est pas simple de faire courir des enfants. Au début, on faisait des challenges dans nos sections sportives, les gens venaient pas. Je me souviens de tout ça. Ouais, c'était un peu lourd. Mais c'était forcément, au club des sports, on devait faire des courses pour les enfants. Et puis après, on s'est dit, on va faire une course pour les néo-pratiquants, parce que le 23 km, aujourd'hui, on banalise les distances, les dénivelés, mais 23 km avec 1400 mètres de dénivelé, ça pique, c'est dur, c'est super dur, et on s'est dit c'est déjà pas accessible à tout le monde, donc on a créé le 10 km qui était sur les pistes de ski de fond. Facile, les pistes de ski de fond, on y est tout l'hiver, c'est large, il y a des montées, il y a des descentes, le parcours est très sympa. C'est joueur, et on a créé ce 10 km là qui était, au début ça s'appelait le cross découverte. On n'était pas les rois du marketing.
Mais bon, c'est devenu une course. Aujourd'hui, il y a 2000 personnes qui la font et ça permet vraiment de mettre un pied dans le trail, quoi. Donc là, on commençait à avoir un programme le samedi qui était sympa et le dimanche, on avait que le 42. Et puis on s'est dit, ce serait bien de faire un prologue. Enfin, il faut faire quelque chose le vendredi. Puis parallèlement, moi, j'avais déjà réfléchi à un tracé un peu plus sympa, un peu plus long, qui faisait le tour de la vallée. Et puis on en discute en réunion de comité, et on se dit qu'est-ce qu'on fait, et puis on se dit non, on reste sur le principe du prologue, et c'est là où on a créé le kilomètre vertical, qui lançait le week-end finalement. Et à l'époque, les meilleurs du 42 faisaient tous le kilomètre vertical. Kylian venait gagner le KV, puis gagner le marathon. Après, il a eu plus de mal à gagner le kilomètre vertical, parce qu'il y avait aussi comme lui des grands spécialistes du KV. Ouais, puis Kylian, on sait que des fois, le vendredi, il passait la journée en montagne. Ouais, il allait faire le Mont Blanc avant. Et puis, incroyable. Et puis, il faisait le kilomètre vertical le soir. Donc, c'est Kylian, quoi. Mais, donc, ça nous a permis de faire ce prologue. Et puis après, il y a eu, en fait, l'opportunité d'organiser les championnats du monde de skyrunning. Et, ils nous ont dit, vous avez tout, mais il vous manque une course de 80 km. Je dis, bougez pas. Donc, on était dans ce bureau-là. J'ai fait 3 mètres pour aller dans mon bureau, et puis j'avais le tracé du 80. Donc j'ai dit 80, on en a un là. Et puis du coup on l'a fait, et ce qui est quand même marrant, c'est une anecdote sympa, c'est que on s'était dit on fait une année test, les championnats du monde, et on arrête. Parce que ça, c'est trop de boulot. On organisait déjà beaucoup de courses. Le 80, ça nécessitait beaucoup de personnel de secours, beaucoup de bénévoles. Le vendredi, les gens travaillaient. On s'est dit on fait 2 ans, puis on arrête. Bon, quand on a fait le premier, on s'est bien dit, ça va être, on n'arrêtera pas, et puis on n'a jamais arrêté, quoi, voilà. Et donc ça, c'était c'est une belle histoire aussi, parce que quand j'ai tracé ce parcours, c'était, je fais le parallèle avec ma passion de l'alpinisme. Je voulais faire vraiment vivre les sensations d'un lever de soleil et d'un coucher de soleil au trailer. Donc, quand tu arrives au sommet du Brévent, que tu vois le lever de soleil sur le Mont Blanc, c'est sublime. C'est marquant, c'est très marquant. Et puis, les premiers, ils voient pas le coucher de soleil puisqu'ils arrivent dans l'après-midi, mais tous les gens qui font le balcon nord entre le Montanvert et le Plan de l'Aiguille, ils voient le soleil se coucher. Toi, t'es encore au soleil là-haut. Tu vois Chamonix qui est dans la pénombre, tu vois Chamonix qui devient tout éclairé, et ça, c'est des lumières qui sont magiques, quoi. Et voilà, l'idée, c'était de courir avec le soleil, de faire une course qui dure 24 heures maxi. Donc, il y avait plein de symboliques qui étaient sympas, quoi. Et puis après, les dernières courses, on en a créé 2 dernières. C'est le duo étoilé. Alors, le duo étoilé, on s'est juste dit, le 90, les gens, coucher de soleil, lever de soleil, waouh. Et on s'est dit, mais par contre, le 90, c'est dur, quoi. C'est l'un des plus durs en France, en kilomètres et ratio. C'est certainement pour moi le plus beau, c'est sûr, mais c'est l'un des plus durs. Ouais, alors moi, la notion de difficulté, tu es sur des chemins de randonnée, hein. Donc, non, mais il faut se le... Ouais, mais il faut se le farcir. Il faut se le farcir, il faut l'enchaîner. On reste évidemment sur des chemins de randonnée, donc on n'est pas dans un effort où tu cours hors sentier. C'est peut-être moins technique, mais c'est quand même, et notamment même pour la gagne, mais pour tout le monde, ça se joue jusqu'au bout. C'est pas parce que tu passes en tête en haut ou en envers que t'as gagné. On a vu encore l'année dernière, il y a des rebondissements, t'as des coups de mou, mais ça c'est le propre de l'ultra-endurance. Donc on a créé ce duo étoilé pour se dire, on fait que cette fin de parcours du 90 et puis on le fait par 2, c'est sympa le soir, et c'est quelque chose qui marche vraiment bien, quoi. Les gens s'arrachent les dossards sur le duo étoilé. Et puis après la dernière course qui me tenait vraiment à cœur, c'est The Young Race. Encore une fois, on est un club des sports, et se dire, on doit faire la promotion du sport, et on doit mettre en lumière les futurs stars de demain. Donc ce parcours pour les U18, U20, il est vraiment important pour nous. L'année dernière, on a changé le parcours justement parce que l'idée, on s'était dit, on les met sur la fin de parcours du 42 et ils vont courir avec les élites. Donc on leur offrait quelque chose de sympa. Mais finalement, ils arrivaient, étaient le premier à le savoir. Mais ils arrivaient sur la ligne dans une forme d'anonymat. Ils arrivaient au milieu des 10-15 premiers du 42. On n'arrivait pas à les reconnaître. Donc on s'est dit, c'est pas ça, quoi. Donc c'est vrai que l'année dernière, on a pris une décision assez forte. On s'était dit,
plus jamais on remettra une course le samedi, parce que le samedi, le programme, il est dingue. Et puis, quand on a essayé de tracer des parcours sympas, et puis, on n'a pas dû trouver d'autres solutions que mettre ça le samedi. Mais au moins, ils ont une vraie course à eux, ils ont un départ, une arrivée dans Cham Centre, ils ont les médias. Aujourd'hui, on met aussi des moyens pour les suivre en live. Et puis on sait que ces gens-là, ce seront c'est les futurs vainqueurs du 42. Bien sûr, c'est ceux qui écriront les histoires de demain. Et on le voit, ça progresse fort et c'est bien. Moi, tu sais que je kiffe l'événement, mais quand t'es arrivé le 90 du Mont Blanc, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, putain, on est déjà fané le vendredi. Déjà le vendredi, on est mort parce que c'est long, il faut animer, on met de la joie, tout. Et après, il faut encore faire le samedi, puis le dimanche, l'apothéose du marathon, quoi. En fait, maintenant, voilà, on le gère. Ouais, mais au début, j'appréhendais. Maintenant, il y a une équipe XXL, tu as vécu des marathons du Mont Blanc où vous étiez 2, du vendredi au dimanche. Ouais. Bon, c'est un truc, c'est pareil, avec l'expérience, tu dis le retour, tu dis c'est pas possible, quoi. Enfin, il faut. Ouais, j'ai tiré sur la santé. Non, il faut. Et puis en plus toi t'es tellement généreux, tu donnes tellement aux gens que il faut aussi te préserver, quoi, c'est clair. C'est clair. Mais j'appréhendais. Donc ça a été le développement très très quantitatif de notre événement, et ça s'est arrêté en 2015. On a dit stop, quoi. Il y a un moment 10 000 participants, déjà des listes d'attente, trop de monde. Donc il a fallu tenir bon, parce qu'en fait tout le monde voulait qu'on fasse 2 marathons, 3 marathons, puisqu'à une époque t'avais une chance sur 2 d'être tiré au sort. Donc les gens disaient faites un marathon, un 42 le samedi et le dimanche, puis tout le monde est content, quoi. On a eu beaucoup de pression, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est dit non, ça existe pas. T'as un événement, t'as pas l'événement, puis l'événement bis. Et puis on s'est dit il faut qu'on assume le fait qu'il y a déjà trop de monde, et il faut que l'événement il reste digeste pour les habitants de la vallée. Nous on est nés ici, on croise les gens, on n'a pas envie que notre événement, on n'a pas envie que les gens de Cham ils partent le jour de notre événement. On a envie qu'ils participent, qu'ils soient bénévoles, qu'ils courent, et que ce soit la fête. C'est le début de l'été, c'est quelque chose qui est important, quoi. Donc on s'est dit on arrête, on reste sur ce format-là, et puis on sanctuarise ça, et puis maintenant on va essayer de faire de la qualité. Ça ne veut pas dire qu'on faisait pas de qualité avant. Mais on essaye de mettre notre énergie sur la qualité. On est une assoce, on gagne rien nous à la fin. Le but c'est que tout l'argent qu'on récolte, c'est pour le remettre dans l'événement, pour que l'événement il soit bien, et puis que, je dis souvent, les gens ils arrivent avec le sourire, et puis il faut qu'ils repartent avec le sourire en disant on a vécu un beau moment. On a vécu un beau moment, quoi. Et puis voilà, donc et puis que ce soit un événement familial. Normalement, s'il y a une famille qui vient, il y a une course pour chacun. Les tout petits, les moyens, les grands, les longues distances, les courses à 2, voilà, c'est aussi le partage dans le sport qui est C'est ça. Mais est-ce que toi, tu penses sincèrement, moi non, mais tu pensais que ça allait prendre autant comme ça? Quand on a démarré, non. Tu vois bien. Je me souviens toujours, je sais plus en quelle année, c'est un journaliste de l'équipe qui me disait on comprend rien à votre sport. Non mais on sait pas qui est le meilleur et qui est le meilleur trailer du monde. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a le skyrunning. Il y avait tellement de. Même aujourd'hui, si tu prends que le trail, entre les courtes distances et longues, les ultras, tu sais pas qui est le meilleur, donc ça c'est un peu dans la lisibilité du sport, c'est compliqué. Et puis il me dit et vous pensez les trous dans la courbe exponentielle. Je dis on sait rien. En tout cas, c'est dans les années 2012, 2013 par là. Quoi. Je dis, le début. J'en sais rien. Pour moi, c'est sûr qu'on on doit être au milieu de la courbe exponentielle. Quoi. En tout cas, on n'est pas au plateau. Quoi. Et puis 15 ans après, si on me repose la question, je sais toujours pas où on en est. Quoi. Je pense qu'on est toujours au même niveau, sauf qu'il y a beaucoup plus de participants. C'est un sport qui connaît un boom. Un boom très important. Ce qui se comprend d'ailleurs, parce que c'est un sport que tu peux commencer à n'importe quel âge, et qu'aujourd'hui, la seule notion de finir une course fait que t'es champion, quoi. Donc forcément, c'est populaire. Si tu apprends à skier ne serait-ce qu'à 15 ans, ou à 10 ans, c'est impossible d'être champion. Si tu apprends à nager à 20 ans, tu seras jamais champion de natation. Ces sports de glisse demandent tellement de répétitions, tellement d'heures passées en entraînement que si tu apprends pas en étant jeune, t'as aucune chance.
On voit aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent au trail tard et puis qui sont bons. Alors, c'est peut-être pas les grands champions, mais ils sont bons, voire très bons. Donc, c'est un peu la magie de ce sport. C'est encore un sport jeune aussi. Oui, mais c'est quand même la magie de ce sport où l'homme est fait pour courir. Hein. On le sait tous. Donc, même des gens qui n'ont jamais couru, dès qu'ils s'entraînent, ça fonctionne bien, quoi. Tu franchis vite des étapes et tu arrives vite à faire des courses longues. Et puis, je redis, cette notion de finisher, elle change tout, quoi. Parce qu'en fait, t'es pas dans la performance pure. Tu dois finir la course. Alors oui, tu as des barrières horaires, tu as un temps imparti, mais bon, les barrières horaires, elles sont quand même acceptables. Hein. Elles sont autour de... Tu n'as pas répondu d'ailleurs à ma question, mais quand même, tu avais à l'époque, tu faisais partie de ces personnes qui mettaient des barrières horaires et il fallait quand même être entraîné pour pouvoir finir le cross, le marathon. Alors oui, parce que nous, on était, encore une fois, on a été picousés par la course de montagne, où c'était vraiment de la performance. Et finalement, le cross du Mont Blanc, à l'époque, il y avait 1000 participants, mais c'était 1000 bons, quoi. Il y avait pas de gens qui étaient pas entraînés, quoi. C'était que des gens qui s'entraînaient fort. Encore une fois, la magie du trail, c'est qu'aujourd'hui, tu peux t'inscrire à une course sans être trop entraîné, et normalement, tu vas quand même la finir, quoi. Donc, cette notion de performance a été importante. Donc, on a gardé des barrières horaires, peut-être qui étaient un peu plus dures à l'époque, qu'on a bien assoupli aujourd'hui. Mais c'est aussi des problèmes de sécurité, et c'est aussi des problèmes de respect des gens qui sont sur le parcours, bien sûr, les bénévoles. Nous, on fait des courses en montagne. Et tu peux être dans le froid, dans l'hyper-chaleur. Donc, tu peux pas non plus te permettre d'attendre des gens qui sont pas prêts, quoi. Je redis, courir 23 km avec 1400 mètres de dénivelé, c'est dur, ça nécessite de s'entraîner. Le 42, tu multiplies par 2. Le 90, on multiplie tout ça par 2. Donc, tu peux pas arriver la fleur au fusil, quoi. Donc, il y a un moment, t'es pas prêt, t'as le droit, mais à un moment, on t'arrête, ou tu peux aussi être blessé. Enfin, il peut t'arriver plein de choses, ou un jour où t'es pas en forme, hein. Ça arrive aussi. Ça arrive où tu as des problèmes gastriques, etc. Enfin, on connaît tout ça. Donc, il y a un moment, on peut pas... parce qu'on voit des gens qui sont des marcheurs et qui seraient capables d'aller au bout du 90. Ils seraient capables, ils iraient, parce qu'ils sont dans l'ennui. C'est des gens qui sont très endurants. Et à un moment, si ta vitesse de déplacement, elle est pas assez rapide, il faut que tu t'entraînes un peu, quoi. Alors, c'est toujours dur, parce que quand tu arrêtes les gens, tu leur coupes leur rêve, quoi. Mais après un moment, mets le curseur au bon endroit. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens. Souvent, il y a des gens qui nous rappellent. Je prends le temps, moi, de les rappeler. Ou ceux qui nous envoient un petit peu des noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux avec la violence des réseaux. de l'instant. Puis de l'instant. Ils sont tellement dégoûtés, les gens, parce qu'on les a arrêtés, que des fois, ils écrivent des choses pas très sympas. Donc les pires, généralement, je les appelle moi. 15 jours, 3 semaines après, je les appelle, puis je discute avec eux, quoi. Donc déjà, la pression est retombée, ils s'excusent, ils sont souvent très surpris que je les appelle. Et puis après, ils relativisent, puis je leur dis, mais voilà, tu te fais arrêter à la première barrière en 90, tu t'es trompé de course. Quoi. Et toi, tu aurais dû faire le 23, peut-être voire même le 10, tu vois. Puis il faut que tu t'entraînes, puis après tu y arriveras, mais c'est pas parce que tout le monde, t'as l'impression que tout le monde fait des ultras, tout le monde fait des 150 bornes, aujourd'hui avec des dizaines de milliers de mètres de dénivelé, et c'est réservé à des gens hyper entraînés qui ont plusieurs années de pratique derrière eux. Donc c'est pas... oui, c'est des courses populaires, c'est des courses de masse, mais c'est pas accessible à tout le monde non plus, quoi. Ouais. Et c'est vrai, j'en profite pour vous passer ce message-là. Les bénévoles, ils y sont pour rien. Les bénévoles, ils sont là pour vous accueillir. Il y a des barrières horaires. Je sais que Fred, comme il est directeur de course, il a tendance à envoyer Magali, qui a du carafon, qui assume les barrières horaires et qui peut discuter tranquillement avec les coureurs. Bien sûr que ça fait pas plaisir d'être arrêté, mais encore une fois, il y a des barrières horaires. Vous avez signé un règlement en vous inscrivant. C'est pas une raison pour pourrir les bénévoles. On en a besoin partout. Ils sont là pour votre sécurité, les Exactement. bénévoles. Et pour votre sécurité, pour la sécurité des coureurs, on n'est pas là pour vous embêter, mais il y a un moment, quand on n'arrive pas à se déplacer au-delà de 3 km et demi par heure, il faut être là au bon moment. Il faut être prêt au bon moment et dans le lieu, quoi. Et si on n'est pas prêt, c'est pas grave, quoi. Voilà. Et je reviens un petit peu sur l'école du sport en général. Quand tu fais du sport depuis jeune, on t'apprend l'échec, on t'apprend t'es pas sélectionné, t'es pas sur le podium. Donc tu passes ta vie quand tu fais du sport à ce qu'on te dise non
ou que tu sois dans un échec, alors collectif dans un sport co ou individuel, t'as pas gagné, quoi. Et je pense qu'un des vrais problèmes du trail, c'est que tous les néo-trailers qui n'ont pas fait de sport, qui n'ont pas appris à perdre, en fait, et qui souvent, on sait que les trailers sont plutôt des catégories des CSP+, donc c'est des gens qui peuvent être patrons de leur boîte ou qui ont des responsabilités, et puis on leur dit non, stop, tu t'arrêtes. Et je pense qu'ils ont pas été éduqués dans ce sens-là, quoi. Et pour eux, c'est très dur. On leur dit pas, d'habitude, c'est eux qui donnent des ordres. Et là, on leur dit... C'est fini, Kiki. Hein. Malheureusement, tu peux plus, quoi. Et ça, je pense que voilà, un sportif qui fait du sport depuis qu'il est gamin, il a appris l'échec. Et les nouveaux, tous les gens qui se mettent au trail à 30 balais, c'est génial. Parce que je dis toujours, vaut mieux faire du trail que boire du Ricard. C'est sûr. Tu devrais prolonger un peu ton espérance de vie. Mais par contre, effectivement, il y a des moments où on va te dire stop, quoi. Et quand t'as pas été éduqué comme ça depuis jeune dans le sport, des fois c'est dur, quoi. Et tu prends un gros coup parce que tu t'es entraîné. T'as fait chier ta femme, t'as pris des jours de congé au boulot, t'as harcelé ton kiné, ton médecin, voilà. T'as eu la chance d'être tiré au sort. Ouais, non mais c'est en fait quand tu étudies le truc, c'est beaucoup de sacrifices, c'est des entraînements tôt le matin, le soir, le week-end, des courses préparatoires, enfin c'est beaucoup de sacrifices. Puis à un moment, l'organisateur, des fois, il dit stop, tu vois, il t'enlève ton rêve alors que potentiellement tu te sens encore bien, quoi. Sauf qu'on sait, nous, derrière, avec l'expérience... Mais que derrière, si tu passes pas, on sait que tu passes pas telle barrière horaire à telle heure, tu n'y arriveras pas derrière. Et puis tu vas exploser le temps, et puis après, malheureusement, tu rentres dans une spirale où tu rattrapes jamais le temps, en fait. Le temps, malheureusement, il se rattrape pas, quoi. Donc, c'est ça. Et une question, moi, qui me taraude de plus en plus, t'as vu cette augmentation, tu l'as dit, quand on courait le cross à l'époque, c'était 1000 personnes entraînées, qui connaissaient la montagne, qui avaient des notions de montagne. Tu l'as dit aussi, toi, tu as été en montagne très très jeune. Maintenant, on commence à voir de plus en plus, et même sur les distances, si on n'imposait pas un petit peu de matériel, les gens partent avec rien. Ne savent pas s'équiper quand il faut, mettre des enceintes Bluetooth dans le sac et courent avec la musique. Oui, l'ultra trail et le trail a pris de l'engouement, mais vous n'êtes pas prioritaire en montagne, pas plus que les randonneurs, pas plus que les VTTistes. Et est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait, on fait des salons, on met beaucoup en avant les exposants, la course et tout, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire des mini-stages pour initier un petit peu les gens à ce qu'est la montagne réellement? Parce que ça se perd quand même. Alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, on peut faire du trail partout. Le trail est évidemment pas réservé à la montagne. Non, bien sûr, mais c'est quand même en nature. Voilà, c'est les courses en nature. Donc, effectivement, la première des choses, il faut respecter la nature, quoi. Mais qui, globalement, se fait. On voit plus personne jeter beaucoup moins. Des déchets. C'est souvent pas inadvertance. Je te dis, on n'en voit plus, quoi. Nous, nos fermeurs, ils ramassent plus rien. Ou ils ramassent, c'est un gel qui est tombé, ou c'est des choses qui tombent du sac. Mais les gens, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait respecter la nature. Après, comment on doit évoluer d'un point A à un point B, c'est assez simple. Toutes les courses de trail sont semi-autonomie. Et ça, c'est une notion que les gens n'ont pas conscience. Semi-autonomie, c'est-à-dire que tu dois être capable, seul, d'aller d'un point A à un point B, quoi qu'il arrive. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il neige, il y a du vent, il y a de la pluie, tu dois avoir de l'eau, et de quoi te restaurer, et de quoi te protéger. Et de savoir, dans un cas extrême, te protéger, ou renoncer. Et ça, effectivement, ces notions-là, les gens n'ont absolument pas. Ils font partie d'une course, il y a un organisateur, et dès lors que l'organisateur ne les arrête pas, eux, ils continuent. Donc, cette notion de libre arbitre, les gens l'ont pas beaucoup, et la notion de semi-autonomie, ils l'ont carrément pas, quoi. C'est-à-dire que, pour eux, tout va bien, quoi. Non, puis on va appeler, il y a l'organisation, mais là, toi, tu parles de course, mais pour arriver à ta course, il faut passer du temps à l'entraînement. Oui. Et là, normalement, tu es tout seul. Et c'est souvent là que le bas blesse, parce que quand sur les courses, il y a une inspection, il y a les bénévoles. Quand tu reprends ton dossard, on vérifie que t'es ton matériel. T'es un peu t'es même carrément coucouné. Ouais, t'es encadré, quoi. Ouais. Tu vois, quand
pour toute la préparation en fait. La préparation, c'est encore pire, puisque là, tu te retrouves seul en montagne, avec rien. Et dans le meilleur des cas, tu vas appeler ta femme, ton mari ou un copain pour dire que ça va pas. Et ça se trouve, tu sais même pas où t'es, quoi. Donc effectivement, s'entraîner nécessite effectivement de savoir où t'es, de connaître les conditions météo, de savoir gérer ton équipement, et puis tes ressources en eau, en nourriture. Donc ça, encore une fois, ça s'apprend, et c'est souvent quand t'as des galères, quand tu t'es chopé du froid et de la neige alors que t'es en short et en t-shirt, tu sais que tu mets ta Gore-Tex dans le sac, quoi. Ou quand tu sais que t'as les abeilles, parce que l'orage arriverait vite. Tu mets un bonnet, tu mets un bandeau, de quoi te couvrir les mains, parce que tu te connais, il y a des gens qui ont très froid aux mains, d'autres qui n'ont pas froid aux mains, mais par contre, qui ont froid à la tête, t'apprends sur le tas. Donc, effectivement, t'as un apprentissage que t'es censé faire pendant tes entraînements. Et puis après, sur une portion sur laquelle tu t'entraînes, quand t'es en course, c'est pas la même, parce que t'as fait peut-être 20 ou 30 kilomètres avant, t'es fatigué, c'est un jour qui va pas bien. Et puis quand t'as un dossard, c'est pas la même intensité. Et donc, il faut savoir, et je pense que le premier point, c'est savoir renoncer, quoi. Se dire, non, là, je fais demi-tour, je retourne au ravito, et puis on est là pour se dépasser, mais se dépasser, ça veut pas dire se mettre en danger. Et ça, je pense que cette notion où on doit se préserver, souvent les gens ils l'oublient, quoi, parce qu'ils sont tellement omnubilés pour être finisher, tellement omnubilés de franchir la ligne, qui sont capables de s'oublier, quoi. Donc ça va expliquer ça aux gens, c'est compliqué. C'est compliqué, mais le renoncement, ça fait partie de la course, quoi. Ouais. Et ça, c'est plus difficile. Ça, c'est plus difficile. Alors, je sais que tu y réfléchis avec tes équipes depuis de nombreuses années. T'as arrêté les bouteilles plastiques. Tu proposes votre propre eau, votre propre coca, votre propre eau pétillante, fabriquée maison. C'était, pour moi, qui tourne dans toute la France et dans les dom-toms, c'est une première. Toute l'évolution que j'ai vue, alors ça se faisait peut-être dans d'autres sports ou d'autres, mais pour moi, le Club des Sports a toujours été très novateur. Maintenant, vous y avez rajouté le tirage au sort, et si tu viens en train pour essayer de limiter l'impact carbone. Enfin, vous cherchez des choses, mais on en a déjà parlé tous les deux. J'adore ce sport, mais est-ce que des grands événements à 10 000 personnes vont continuer ? Alors, on ne sait pas ce qui peut se passer, peu importe. Nous, en tout cas, tout ce qu'on a mis en œuvre ces dernières années, et tu parles de la suppression des bouteilles plastiques en premier, on l'a fait vraiment avec notre bon sens. Donc, on sait très bien que notre vallée, c'est un petit joyau. Donc, les premiers touristes, ils sont venus en 1700 et quelques. Il y a 100 000 personnes par jour qui viennent dans la vallée l'été à Chamonix. C'est une destination touristique, l'une des plus connues au monde. Donc, on a appris à partager notre vallée. Et puis, on nous a toujours inculqué qu'il fallait qu'on la préserve, notre vallée. Donc, forcément, il y a un moment, tu te dis... parce qu'on n'est pas écolo plus que Pierre-Paul Jacques. Je t'ai dit, on travaille juste avec notre bon sens, ce qu'on appelle le bon sens paysan ou le bon sens montagnard, mais qui est le même en fait. Donc c'est vrai, quand à un moment on voit qu'on a 70 000 bouteilles plastiques qui arrivent dans des semi-remorques. Sur des palettes. Qu'il faut acheminer, et qu'après il faut récupérer, mettre dans des poubelles, qu'il faut recycler. Alors que l'eau, moi j'ai jamais acheté une bouteille d'eau plastique de ma vie, parce qu'on a la chance à Cham de boire l'eau du robinet. On s'est dit, mais on est barjots, quoi. Alors l'eau, on la payait pas, on nous donnait de l'argent en plus, pour faire la promotion. Et on s'est dit, stop, quoi. Et effectivement, on a investi plus de 100 000 € à l'époque pour acheter des cuves, des carbonateuses, des fûts de bière, pour faire notre gazeuse, etc. Enfin, l'histoire, on la connaît. Mais ça, c'est vraiment des convictions, encore une fois, de bon sens. Et alors, oui, on est une grosse course. Derrière, on a le Club des Sports. Donc, en fait, tout ce qu'on peut acheter sur le marathon, ça sert aux autres sections. On s'en sert tout le temps. Et c'est sûr, quand on a un petit trail où il y a 300 personnes au départ, on se pose pas ces questions. Et puis si on trouve un partenaire qui nous offre la flotte, on est hyper content. Donc, on a bénéficié de l'aura de la course, de la surface financière qu'on a pour organiser. Et puis de se dire, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on a fini le développement quantitatif et qu'on passe sur du qualitatif,
on se dit, voilà, la qualité, c'est aussi ça, c'est plus avoir des bouteilles plastique, quoi. Donc, on a fait ça. Après, on se dit, on fait un bilan carbone. On s'aperçoit que le transport entre le lieu de résidence des gens et Chamonix, c'est ce qui génère 96% du bilan carbone. Donc, on se dit, il faut qu'on appuie où ça fait mal. Donc là, on fait les dossards réservés pour les gens qui viennent en transport en commun. On rend la compensation carbone obligatoire. Ça nous génère un boulot de dingue. Parce qu'on vérifie 10 000 justificatifs de domicile à la main. Et après, on vérifie 4 000 billets de train ou de bus. Alors, quand tout va bien, ça va vite. Et puis, quand on s'aperçoit que quelqu'un qui vient de Singapour et qui dit qu'il vient à pied, il faut qu'on l'appelle pour lui dire non, tu peux pas venir à pied depuis Singapour. Donc, il y en a qui font ça. L'année dernière, parce qu'en fait, au moment où tu t'inscris avec ces dossards train-bus, c'est un contrat moral, c'est un engagement. Tu t'engages à venir avec un moyen de transport propre. Ça, tu fais ça au mois d'octobre. Puis pour X raisons, au mois de juin, parce que des fois ton patron t'autorise plus à partir à telle heure, ou tu as un problème de famille, ou va savoir ce qui peut t'arriver, tu peux pas prendre le transport en commun. Donc si tu peux pas prendre un transport en commun, ou tu peux pas justifier le fait que tu prends un transport en commun, on t'enlève ton dossard. L'année dernière, on a supprimé 450 dossards. C'est pas neutre, hein. Non, c'est pas neutre. Et ça, encore une fois, d'une part, c'est pas neutre. Et puis, après, c'est du travail. Et puis, des fois, c'est beaucoup de mails. Ça se finit au téléphone pour expliquer aux gens que ils avaient pris ce contrat moral. S'ils le font pas, ils connaissaient la conséquence. Et que par respect pour les autres, on peut pas leur dire oui, quoi. Donc, nos convictions, des fois, finalement, on se retrouve face en frontal après avec les gens qui, des fois, pour des très bonnes raisons, ne peuvent pas venir en transport en commun. Et puis, il faut leur expliquer que ils n'auront pas de dossard. Donc, c'est pas toujours simple, quoi. Et puis, on a rendu aussi la compensation carbone obligatoire. Tout le monde paye sa compensation carbone. Les 10 000 participants, qu'ils soient élites, invités, tout le monde paye. Donc, si tu viens de Paris en TGV, c'est 20 centimes. Et si tu prends l'avion, parce que tu as encore le droit de prendre l'avion, heureusement, si tu viens des États-Unis ou tu viens d'Asie, tu vas payer dans les 300 € de compensation carbone, quoi. Donc, ça permet aussi aux gens d'avoir un premier référentiel, parce que on n'a aucune idée de l'impact carbone quand on prend notre voiture pour aller toi, tu vas à Briançon, tu viens en voiture. Ton empreinte carbone, tu la connais pas, et puis ça te passe au-dessus de la tête, mais elle existe. Donc c'est quand même bien de savoir que ça existe. Je vois pour mon accréditation, sur l'événement, je dois remplir des cases et je vois ma consommation. Donc en tout cas, c'est bien de se rendre compte de ça et puis d'essayer de réfléchir à chaque fois qu'on se déplace, comment on doit se déplacer. De plus prendre l'avion 15 fois par an, quoi. Nous, on a été les premiers, de notre génération, on a été les premiers à pouvoir prendre l'avion. Pas trop cher à l'époque, c'était quand même cher pour partir. Ouais. Et puis à un moment, c'était quand tu prenais souvent l'avion, d'ailleurs, t'étais, lui, il prend l'avion, quoi. C'était presque une fierté de prendre l'avion, quoi. Et puis après, tu t'aperçois que, Mais quand même, moi, je trouve que c'est un petit peu injuste. On tape que sur la tête du trail. Alors, ça, c'est un truc. Ça, pourquoi ? Je vous redis, nous, on a fait ça avec une conviction pour protéger notre vallée. Ouais. Et puis aujourd'hui, par contre, personne ne se pose la question. Il y a les championnats du monde de foot qui arrivent aux États-Unis. Personne ne se pose la question si c'est bien d'avoir 50, 60, 80 000 personnes dans un stade. On ne sait pas comment ils viennent. On voit ce qui se passe à la finale de la Champions League derrière. En plus, ils cassent. Voilà. Et tu as l'impression que toi, tu fais du trail, des courses nature. Tu fais faire du sport aux gens. Et par contre, on a bientôt tous les maux de la terre sont sur nous, quoi. C'est-à-dire, on abîme les chemins. Alors nous, il y a 1500 personnes par jour qui vont au Lac Blanc l'été. Nous, on est 1000 à passer sur le chemin du Lac Blanc. Donc, on a un impact qui est un 50e par rapport à la fréquentation estivale. Mais c'est nous qui abîmons tout, quoi. Donc, à un moment, tu te poses quand même des questions. Oui, le trail a forcément un impact. Oui, on ne doit pas faire n'importe quoi. Oui, il faut à un moment sanctuariser. Tu en parlais tout à l'heure. Faire des événements à 10 000, c'est déjà beaucoup. Et plus, ça devient compliqué. Alors, encore une fois, surtout dans notre vallée, à Chamonix, qui est une vallée glaciaire. Qui est pas large, il y a des problèmes de circulation, de transport, etc. Quand bien même on a mis beaucoup de choses en place aujourd'hui, mais c'est vrai que tu te poses des questions et que tu dois faire attention. Mais prenons un peu de recul quand même.
Voilà, on fait faire du sport aux gens, on leur donne du bonheur, on leur fait découvrir des beaux coins, des sensations, on leur donne un objectif d'entraînement, un objectif de performance. On n'est pas là pour abîmer la nature. Voilà. Mais on doit faire attention. Effectivement, nous on a la chance. On peut faire n'importe quoi, c'est sûr. On est dans un massif plutôt très très minéral. On n'a pas de boue, par exemple. Il n'y a aucun chemin où il y a de la boue dans la vallée. Alors c'est sûr quand il pleut, même s'il pleut, en courant sous bois, il y a des racines. Si tu fais passer 1000 personnes dans un chemin boueux, tu détériores tout, quoi. Donc c'est là où tu dois faire attention, quoi. Nous on traverse des zones humides, on fait attention. Si la zone humide elle est pas en état, ben on s'est mis d'accord avec la réserve naturelle des Aiguilles Rouges pour ne pas y aller, quoi. Encore une fois, on doit pas avoir. On détourne, on passera ailleurs parce que cette année-là, on peut pas passer à cet endroit. Donc on est là pour faire attention, quoi. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que le trail est un peu dans le viseur des collectivités, de certaines collectivités. Oui, alors faisons attention. Il faut pas qu'on franchisse la ligne. Mais moi, ça me fait un petit peu sourire quand on voit le nombre de personnes qu'il y a l'été dans la vallée. Et ces gens-là, on leur demande pas de payer leur compensation carbone, on leur demande pas de pas marcher sur tel chemin, on leur demande rien, quoi. Donc voilà, nous on essaie de montrer l'exemple, et je pense que si on fait prendre conscience aux gens que il faut essayer de diminuer ces transports en voiture, ces transports en avion, et en tout cas se rendre compte de l'impact que ça a sur la planète, c'est bien. Et après, on espère qu'il y aura toujours autant de monde qui vient à Chamonix. Et Chamonix, c'est une station touristique, on a besoin d'avoir du monde, quoi. Autrement, il n'y aurait pas 9000 habitants, on serait 3000, et puis ce serait plus ça, quoi. On va pas changer, c'est une destination internationale, donc on doit pas créer encore plus de surtourisme, on doit pas créer de bilan carbone, mais les gens qui viennent skier l'hiver, on leur demande pas d'où ils viennent, quoi. Non, mais c'est sûr. Voilà, donc nous, je pense qu'on a fait des efforts que personne n'a jamais fait encore. Voilà. Donc ce serait peut-être bien que, avant qu'on nous tape dessus, que les autres montrent aussi un petit peu patte blanche, puis qu'ils essaient de faire des choses, quoi. C'est sûr. Bon, là, on arrive, merci pour tout ça, on arrive dans les moments que j'aime bien dans Potin, les moments souvenirs, les moments histoire. Je sais pas si tu as fait attention, mais je t'ai fait une petite dédicace aujourd'hui. Je suis venu pieds nus, en claquettes. Et ça me fait rire parce que dans le fait de juger les gens, tu vois, il y a 20 ans, quand t'es arrivé au poste de directeur, j'ai entendu des gens qui disaient « Ah mais c'est pas possible, c'est le directeur, il est pieds nus dans son bureau, il est avec ses sabots, oh, il va pas durer. » 20 ans plus tard, il est là le patron, t'as imposé un style, t'es resté toi-même, il y avait des raisons pour lesquelles tu t'étais pieds nus, mais voilà, moi ça me faisait rire et je me suis dit, ouais, ce mec-là il me plaît trop, quoi. Il reste lui-même et voilà, on n'a pas à juger les gens par rapport à... Ouais. C'est par rapport à ce qu'ils font, mais pas par rapport à ce qu'ils sont, enfin, tu vois. Bon, écoute, c'est comme ça, moi. Si comme tu dis, si certaines personnes s'attachent à l'apparence, et quand bien même j'étais pieds nus, mais bon, évidemment aujourd'hui je suis en t-shirt, tu vas dire, mais je suis très souvent en chemise, hyper clean, quoi. Bon, j'étais pieds nus, voilà. Après, ça me faisait rire, tu vois. C'est comme ça, quoi. Les gens ils s'arrêtent sur des bêtises. Ouais. Mais bon. Bon, mais en tout cas, c'était jamais irrespectueux. Et puis, je suis capable de mettre des chaussures, des chaussettes, il n'y a pas de problème. La preuve aujourd'hui. La preuve aujourd'hui. Non, mais enfin voilà, donc bon, ça c'est un petit truc marrant, quoi. Mais mais tu vois, c'est comme quoi, je me disais, moi j'étais le Parisien tête brûlée qui disait ce qu'il pensait à la piscine, sur l'amiante, sur le machin, et je continuais à entraîner. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance trop souvent à juger les gens. Au lieu d'attendre de voir ce qu'ils sont capables de faire, et on voit ce que tu as été capable de faire avec tes équipes. Ouais, parce qu'encore une fois, bon, là on parle de moi, mais moi je parle avec les équipes, j'ai toujours englobé. Je suis un chef d'orchestre, ni plus ni moins, quoi. Donc oui, à un moment on a des convictions, et puis on parlait de l'eau tout à l'heure. Quand on décide de supprimer les bouteilles plastiques, c'est pas mon idée, hein. C'est l'idée de mes collègues qui se disent putain, mais Fred, regarde toutes les bouteilles qu'on a, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis moi je suis là pour les encourager et leur dire oui, on va faire quelque chose, quoi. On va faire ça, ouais, ok, super. Comment on fait? Ouais, ça coûte ça. Oh putain, enfin nous on est une assoce, tu vois. Il va falloir qu'on investisse 100 000 euros, quoi.
Bon, où on va les trouver? On les a pas. Ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et puis après, on va au bout de nos convictions, parce qu'après, voilà, les uns les autres, on s'emmène, et puis on se dit, on va trouver des solutions. Donc, ouais, ce qui est chouette et ce qu'il faut retenir, encore une fois, on est un club des sports, on a des salariés qui ont plein d'idées, on a aussi beaucoup de dirigeants bénévoles qui ont plein d'idées, qui nous accompagnent et qui nous laissent faire aussi. Parce que c'est bien beau de dire ton parcours machin, mais mon parcours il est là parce que on m'a laissé faire, ou on m'a encouragé. Des fois on m'a dit stop, ou des fois souvent on essayé de me relever la tête de l'eau. Fred, ouvre un peu tes œillères, t'es trop focus. Donc voilà, le résultat c'est un résultat collectif. Et le résultat de ce collectif, qu'est-ce qui en 20 ans de carrière. Alors bien sûr, là, on a mis l'accent sur le trail parce que c'est aussi le sport que j'anime le plus, mais j'ai passé des moments exceptionnels avec toi en Coupe du Monde de ski, où d'ailleurs des personnes, enfin, tu m'as imposé, et certains ne voulaient pas que je devienne le speaker de Coupe du Monde, mais voilà, et on a vécu plein d'autres choses, que ça soit au hockey tous les deux. J'ai eu la chance d'être 10 ans la voix de la saison régulière, donc on a vécu des moments incroyables, des bons moments et des moins bons moments, et des pertes d'athlètes, bien sûr. Un moment qui est fort pour moi, c'est le jour ici où on a inauguré le club des sports au nom de Karine Ruby, qui était notre grande championne et qui nous manque tous les jours. Mais avec ton équipe, qu'est-ce qui te reste en bon ou en mauvais souvenir? Qu'est-ce qui te vient comme ça? Si j'ai coutume de faire ça en général aux personnes, tac, on ferme les yeux, on les ouvre. Voilà, toi qui portes souvent les mêmes lunettes que moi, mais j'accepte parce que c'est toi. Voilà. D'ailleurs, c'est plus les mêmes maintenant. Là, on n'est plus les mêmes. Là. Mais ouais, qu'est-ce qui te reste? Il me reste que des souvenirs de dingue. Et encore une fois, c'est des souvenirs collectifs. D'organiser, que ce soit un marathon, une Coupe du Monde de ski ou la Coupe du Monde d'escalade, c'est à chaque fois, on a l'impression que c'est les mêmes choses, mais à chaque fois, c'est des aventures complètement différentes. Des anecdotes, on en a des centaines. C'est souvent des anecdotes de galère, hein, ouais. Ou des décisions compliquées à prendre. Quand on doit annuler une Coupe du Monde de ski, c'est des crève-cœurs. Quand on se pose des questions pendant des heures, est-ce qu'on fait partir une course de trail parce qu'ils annoncent de l'orage, ou il y a de la neige, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à la fin on est responsable, quoi. Voilà. Donc responsable, ça veut dire que s'il se passe quelque chose de pas bien, le premier qui va chez le procureur, c'est moi. Moi, j'ai pas forcément envie d'aller chez le procureur. En tout cas, pas si on a fait des conneries. Donc on se pose des questions. Ouais, on se pose beaucoup de questions. Quand il y a 2000 personnes qui courent en montagne, il faut qu'on prenne les bonnes décisions pour eux, quoi. Donc voilà. Puis après, il y a des moments d'exaltation. Tu t'en parles. Hein. Moi, j'ai un petit souvenir à 2010, mois de décembre 2010, à Val Gardena, quand notre Gus il part avec le dossard 48, je crois. Et qu'il arrive en bas, il est 6e, il n'y a plus personne dans la raquette d'arrivée, on est 10, enfin, il schématise, on est 10, et Guillermo qui enfin fait un top 10, et on sait que ça va lancer sa carrière. Bon, c'est des émotions de dingue, ça. Alors on n'est pas à Cham, c'est pas nous qui avons organisé, mais moi, c'est un truc qui m'a marqué, ça. Voilà. Et puis après, on sait la carrière qu'il fait derrière. Ouais, t'as des moments dingues. Romain Desgranges, qui est champion d'Europe en 2013. C'est pareil, on rêvait qu'il gagne une Coupe du Monde à Cham, et puis cette année-là, c'était pas une Coupe du Monde, c'était les championnats d'Europe. Et Romain, il est champion d'Europe, quoi. Et puis derrière, pareil, il finit par gagner le classement général de la Coupe du Monde d'escalade. Donc quand tu organises des courses et que tes athlètes de Cham, ils performent, un truc. Je me suis remémoré et je suis allé chercher le résultat. Je sais pas si c'était à la ref. On est en 2016 sur le Kandar. Kandar très particulier. Il fait à peu près beau pour la descente. Puis on a le combiné. C'est apocalyptique. On a pris 50 cm de neige fraîche. On passe la nuit à pelleter pour essayer de sauver la course. Il y a du brouillard. Enfin, on a tout eu. Et on finit par faire la descente du combiné super tard. Et c'est Blaise. Qui gagne. Ouais. Bien sûr, il gagne la descente. Il gagne la descente du combiné. Bien sûr que j'ai. Voilà. Et est-ce que tu te souviens avec quelle avance il gagne?
Ça, je pense que personne ne le sait. J'ai une 14 en tête, mais... Ouais, alors, bravo, une 20. Voilà. Toi? Gagner une descente, alors Blaise, qui était jeune à l'époque, il gagne avec une 20 d'avance. Ouais. Il satellise. Ouais. Il satellise tout le monde. Et puis après, sur la descente, Gus fait 4. Et Blaise fait 9. T'as 2 gamins de Cham qui font dans les 10 premiers chez toi. Ouais, c'est des moments super, quoi. Ah oui, c'est des moments qui me touchent. J'avais la chance d'être au micro. C'est des frères de cœur. C'est des moments, un souvenir ensemble. Moi, je te dis, je retiens Val Gardena. Où je te dis. Et puis, si tu le souviens bien, donc, on est dans la raquette d'arrivée. En fait, tu regardes l'écran géant. Les départs sont décalés. Donc, il se passe rien sur la piste. On regarde l'écran géant et d'un coup, on voit qu'il est. Je crois qu'il est 4e ou 5e au premier intermédiaire, et puis tous les intermédiaires arrivent, et on reprend le live, et il est encore 5e ou 6e, quoi. Et on se dit, c'est pas possible, quoi. Il va faire une faute, il va pas arriver en bas. Et il arrive en bas, il est 6e, quoi. Et là, Ouais, Guillermo qui sera un jour dans les potins. Ouais, donc ça, c'était vraiment. Ça, c'est sûr. C'était et je retiens celui-là parce que c'est un moment de partage. Il y avait Jérôme Balma avec nous, il y avait d'autres coachs. Ouais, c'est un super moment de partage, quoi. Moi, j'ai un souvenir avec toi auquel je ne m'attendais pas. Il y a quelques années, sur un podium pendant le 90 du Mont Blanc, où tu m'offres un panorama. Je sais pas si tu te souviens, tu m'offres un cadeau. Et surtout, du texte que tu as pu dire avant, où je m'y attendais pas du tout, et je me disais, voilà, au moins une personne à Cham, parce que souvent à Cham, j'ai été considéré comme le bénévole, que c'était pas un métier. Toi, m'as toujours considéré comme un travailleur, comme si c'était mon métier, payé. Mais beaucoup les sections voulaient bien sûr que je continue à être bénévole, mais c'est compliqué après pour ta retraite. Et ce texte que tu as pu lire pour me remercier, c'est quelque chose qui... c'est assez rare qu'on remercie en fait les speakers, parce que nous on est là plus pour vous mettre tous en valeur, mais sache que c'est quelque chose qui m'a touché profondément, parce que tu me connais bien et tu as utilisé les mots, voilà, les mots qui m'ont touché, parce que c'est vrai que j'ai essayé ces 25 dernières années de donner le maximum et de rester fidèle à Chamonix et au Club des Sports, à ce que vous m'avez apporté. Et puis des fois, j'y étais un peu trop loin. Il faut se rappeler que, voilà, le cross et le marathon sont mes courses de cœur. Je le dis assez souvent, mais que c'est l'UTMB qui m'a fait le plus connaître. Mais l'UTMB est issue du Club des Sports, puisque la première année, elle est organisée conjointement avec le Club des Sports, quoi. Et voilà. En tout cas, merci de m'avoir jamais oublié, en tout cas, et j'ai essayé de donner mon maximum, d'apporter mes idées, de mettre, comme diraient nos amis réunionnais, puisqu'on est mettre Chamonix en l'air et faire péter. Et voilà, je te remercie de ça, parce que vous avez pas été tant comme ça à pouvoir assumer le fait de me prendre. T'as été contre vents et marées pour certains. Je sais que Manet, tu voulais pas au début que je sois en Coupe du Monde de ski, mais Manet, tu as été aussi quelqu'un qui m'a fait énormément progresser en tant que président, par ton caractère, et je me souviens de ma première FISE avec vous au Plana, où personne m'avait briefé de rien. Ouais. Et on me dit, Ludo, tu vas animer les FISE, et que d'un seul coup, il y a le tableau. Alors maintenant, je le maîtrise assez bien, le tableau, pour moi, il est lent, mais à l'époque, c'est comme quand tu commences à conduire, tu sais pas passer les vitesses, mettre le clignotant, regarder à droite, à gauche. Et là, il vient me voir, me pourrir en me disant, non mais Ludo, tu dois annoncer les intermédiaires, le nom, le prénom, le club ou le pays, et les intermédiaires, le temps final, et la deuxième manche, le cumul, tout machin. Je comprenais, oh là là, je m'étais pris une sauce, mais ça m'a fait aussi tellement progresser. Ouais, de toute façon, tu progresses, comme on disait tout à l'heure, tu progresses, alors on peut parler d'échecs, mais tu progresses de tes erreurs, quoi, et on apprend, quoi. Et c'est sûr que si on est passionné et qu'on travaille, généralement, on arrive à faire des trucs sympas, quoi. Voilà, à un moment ou à un autre, ça vient, quoi. Et puis, ouais. Toi, tu l'as très largement prouvé, quoi. Mais
c'est sûr qu'il faut travailler, ça c'est clair. Il faut connaître ton sport. Se faire accepter dans un sport, c'est jamais simple quand t'es pas issu du sérail. Et le ski, c'est sûrement c'est un sport très particulier pour ça. Qui est le club le plus fermé. Ouais, c'est très fermé le ski. Voilà. Voilà. Et, c'est bon, c'est un milieu qui est comme ça, quoi, qui est pas très ouvert. Le trail, c'est différent puisque c'est plus récent. Mais en tout cas, si tu travailles, il y a un moment, les gens ils vont te respecter parce qu'à un moment, tu dis pas de conneries, t'es à ta place, tu prends pas la place des autres. Et ça, c'est vraiment important. Et puis après, il y a toute ta générosité qui fait que si tu donnes aux autres, généralement, tu peux espérer avoir un retour à un moment ou un autre, quoi. Et que tu sois speaker, organisateur, c'est pareil. Nous, si on donne rien, on donne rien. Il se passe rien. Si nos bénévoles qui sont des gens exceptionnels, qui sont là depuis des années, certains sont là depuis 1979. Donc, quand ils sont là et qu'ils discutent avec des coureurs, ils vont leur parler de la montagne, des petites fleurs, de plein de choses. Ils vont leur faire prendre du recul. Ouais, et lever la tête, regardez où vous êtes, quoi. C'est génial, quoi. C'est pas grave. Si t'as mal aux pieds, c'est normal. Tu t'es pas assez entraîné, si tu t'es pas entraîné, donc t'as mal, c'est normal. Donc voilà, à un moment, il faut. Je pense que la générosité est une belle vertu, quoi. Merci. Je vais, bien sûr, on pourrait continuer à parler. On aurait pu parler de tellement d'athlètes, tellement de choses. On arrive à 1h15. En général, c'est nos formats sur Potin. Je vais juste te laisser le mot de la fin. J'ai bien compris que le 90, le marathon, tout ça allait durer encore bien longtemps, que vous allez pousser au Club des Sports pour que cet événement ne grossisse pas plus, mais soit d'une très belle qualité et qu'on puisse encore vivre des grands moments. Je sais qu'on aura le retour du Kandar en 2027, en février. Je me languis déjà de commenter et de te voir en directeur de course avec la FISE et qu'on vive un grand moment. Ouais, ça va être sympa. Donc, pour revenir sur le trail, on va continuer à essayer de faire l'événement le plus sympa pour les gens. S'il peut être responsable, tant mieux. Et je pense que c'est important qu'on reste dans cette ligne-là. Et puis qu'on apporte de la qualité, parce que je redis, aujourd'hui, nous, on a que ça à donner aux gens qui viennent là, c'est leur donner un événement de qualité. Ça va de la qualité des chemins, à la qualité des secours, de l'organisation, la qualité des speakers, de tout ça. Enfin, il faut qu'ils aient l'impression de vivre un trail qu'on espère un peu différent des autres. On espère, voilà. Après, c'est pas à nous de juger. Et puis voilà, puis qu'on continue à bosser ensemble, quoi. Voilà, et puis peut-être qu'on finira ensemble aussi, quoi. C'est ce qu'on s'est dit. En tout cas, merci. Merci de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir aidé. En tout cas, on se dit à très très vite. Ouais. On est à moins de 15 jours maintenant d'un des plus beaux événements de la planète trail, donc à très très vite. Ouais, avec un plateau de dingue encore cette année. Exactement. On va avoir des grosses émotions. Merci Fred. Merci à toi Ludo. Merci aux fidèles techniciens pour leur travail, Mathieu Fourrichon pour le logo, Livio Boulanger pour le mixage son, Aurélien Collet pour le montage, et je vous dis à bientôt dans Potin Trail.